Eh bien, nous voici prêts pour la deuxième conférence. Alors, il vient de se passer quelque chose d'assez extraordinaire dans cette salle, c'est que les femmes sont parties. Il en reste une là. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Donc, les femmes sont parties, mais les geeks sont là. Donc, pour Philippe Charrière, alors pourquoi je parle de geek, c'est que quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ton Twitter était K33G, tu m'as expliqué que tout simplement, c'est que quand tu te regardais dans la glace avec ton t-shirt K33G, ben, ça faisait geek. Et que même le K33G.org faisait gros geek. Underscore.org. Donc je tiens à dire que tu n'es pas gros, d'abord. Geek ouais. Peut-être. Normalement, on reconnaît les geeks en fait, au nombre d'autocollants qu'ils ont ici, donc je crois que c'est pas mal. Donc plus sérieusement, en fait, Philippe est Tech Evangelist chez Clever Cloud. Donc ça veut dire qu'il fait à la fois de la tech et du commerce et de l'évangélisation. Et le Clever Cloud, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais je commence à m'entraîner, c'est du Platform as a Service automatisé. C'est ça. On va en savoir un petit peu plus. Donc Philippe, en fait, va faire un exploit aujourd'hui, roulement de tambour, c'est qu'il va essayer de nous faire une démonstration en live. Alors je l'ai prévenu qu'il ne fallait pas faire de démonstration en live. Et en fait, c'est une démonstration exceptionnelle, pas forcément par la qualité et la quantité, mais parce que ce n'est pas parce qu'il ne l'a jamais faite, c'est parce qu'il ne l'a jamais réussi. Donc aujourd'hui, on va sans doute assister à la première, j'espère, et j'espère que vous êtes tendus vers le succès, donc d'une démonstration qui va fonctionner. Détails techniques, vous pourrez suivre cette démo et puis commenter sur le GitHub que tu vas fournir. Et sinon, bah, j'espère que vous êtes tous des fans de Galactica Battlestar, parce que ça va être l'exemple qui va être pris aujourd'hui pour cette démonstration. Philippe, c'est à toi, à tout à l'heure. Je te remercie. Bonjour. Merci à vous. Alors avec les spots, je ne vois pas grand-chose. Tout le monde est développeur dans la salle, ou l'a été. Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent le doigt, il y en a peut-être qui se sont perdus. Ah si, d'accord, parce que sinon vous êtes perdus. Hein. Ok, eh ben, on va commencer. Merci déjà à vous d'être là. Alors, la présentation, ça va être rapide. Je rajoute en fait que je suis danseur de claquettes ou majorette en fait chez Clever Cloud. Mon handle, il est imprononçable normalement, mais c'est Kigorg. Et je l'ai raccourci sur GitHub, c'est K33G. J'adore JavaScript comme langage, mais je ne vais quasiment pas vous en parler aujourd'hui. Je n'aime pas Java. Par contre, j'adore la JVM. Et depuis peu, j'adore Scala aussi. Alors que pendant des années, j'ai dit que c'était tout pourri, que ça ne servait à rien et que c'était illisible. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Mais depuis peu, la route est encore longue là-dessus. Pourquoi ce talk ? Pour mon travail, en fait, donc, comme on le disait tout à l'heure, mon entreprise déploie en fait, des applis web sur le cloud. J'ai besoin de faire des démos, de préparer des démos aux clients pour leur présenter la plateforme et puis montrer qu'on est quand même crédible et que ça se déploie super facilement. Donc c'est un sujet, les microservices, sur lequel je travaille depuis un moment. Et je me suis dit, ça serait pas mal que je fasse partager ça. Donc en fait, j'ai transformé une de mes démos pour faire ce talk. J'ai extrait les bouts de code que je trouvais intéressants, donc je vous les montrerai. Et on peut voir ça comme un gros tuto. Le code est sur GitHub, il tourne. Je n'ai peut-être pas fait les dernières mises à jour, mais il tourne. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'une application microservice en fait? C'est une application à base de microservices, un ensemble de services autonomes. Donc avant, on avait une seule grosse appli qui fournissait plein de choses, mais vous n'aviez pas trop à réfléchir longtemps quand il y avait des problèmes. C'était très monolithique. Ces services, ils sont censés être autonomes et collaborer entre eux pour exécuter des tâches plus ou moins complexes. Ça va avoir plein de répercussions sur votre gestion d'équipe, la gestion de votre code, la gestion des applications. Les protocoles sont censés être des protocoles de message standard. Donc, si vous choisissez une solution de microservice qui propose un protocole que personne ne connaît, je vous conseille de la mettre de côté parce que ça sera très difficile à utiliser, à faire évoluer. Les modes de communication peuvent être directs ou asynchrones. Il y a des microservices qui fonctionnent direct en mode socket, par exemple, et d'autres, beaucoup, en mode HTTP. Pour faire mes démos en microservices, j'ai choisi un framework qui s'appelle Vertix ou Vertex, je ne sais jamais comment le prononcer, qui vient de chez Red Hat. Alors j'ai choisi déjà parce qu'il était simple, parce que je suis obligé de switcher d'un langage à l'autre souvent, et j'ai une mémoire de poisson rouge et j'oublie un peu tout ce que j'apprends. Vertix est polyglotte, c'est-à-dire que comme il est sur la machine virtuelle Java, vous pouvez le programmer, alors certes en Java, en Kotlin, en Groovy, en Scala, et je dois oublier d'autres choses. Il y a même du JavaScript avec Nazorn, qui est le moteur JS qui tourne dans la JVM.
Le framework est simple, ça veut dire que tout ce que vous allez coder, vous allez maîtriser, vous allez savoir ce que vous avez fait. Par contre, vous êtes obligé de coder beaucoup plus de choses parce qu'il faut que vous avez, on va dire, ça ne vous fournit pas une plateforme clé en main. Par contre, ça fournit des petits éléments sympas comme le backend discovery, le service discovery, ce qui va permettre d'enregistrer vos microservices et puis de les retrouver, ou de permettre aux autres microservices de les retrouver. Ça va vous permettre de gérer aussi la stabilité et la résilience de votre architecture, puisqu'il vous fournit quelques composants comme les circuits breakers, je vous en parlerai tout à l'heure, et les health checks, et je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Je vous conseille la lecture du freebook, la Aurélie, qui est écrit par Clément Escoffier, donc un petit Français, mais qui est dans l'équipe Vertix. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français dans l'équipe Vertix, ça m'a beaucoup aidé pour poser mes questions, parce que j'ai pas un anglais, j'ai un anglais, on va dire, très exotique. Donc, à quoi ça ressemble déjà un microservice avec Vertix? Alors, un microservice REST, parce que j'ai fait que du HTTP sur ma démo, ça ressemble à ça. À minima, vous avez une classe, vous faites une classe qui étend abstract vertical, et il faut qu'elle ait une méthode start dans laquelle vous allez pouvoir, puisque c'est un service REST, définir une route. Donc là, c'est la ligne router.get API/hello qui va retourner un objet JSON. Après, vous retournez ce que vous voulez. Et puis, vous démarrez un serveur HTTP. En fait, ça ressemble à une appli web. Un Vertix, à l'origine, c'est pour faire des applis web, essentiellement. Et du coup, moi, j'avais commencé à voir ça. Quentin, mon boss, Quentin Adam, me dit « Mec, est-ce que tu peux nous préparer des démos pour les clients sur les microservices pour montrer que la plateforme chez Clever, elle est géniale et que les microservices, ça tourne partout ?» Moi, j'ai dit « Bah oui, facile, j'ai vu 10 lignes, là, je peux faire ça sans aucun problème. » Et c'est là où c'est devenu difficile, parce qu'on appelle ça microservice. J'ai un copain qui fait une presse, lui, il appelle ça microservice, parce qu'en fait, ça a bien le terme micro, mais en fait, vous avez plein de choses à faire et ça devient super compliqué. Il va falloir que vous distribuez les fonctionnalités et les données un peu partout, pas forcément sur les mêmes machines, voire même pas forcément sur les mêmes zones géographiques. Vos microservices, il va falloir les identifier pour pouvoir les retrouver. Il va falloir que vous gériez tout ce qui est problématique réseau, mais pour chacun des microservices. Du coup, vous avez une application qui est à base de composants distribués, avec potentiellement des technos différentes. Et du coup, vous allez inventer des nouveaux modes d'erreur. Et à débugger, c'est super pénible. Donc, ça demande beaucoup de recherche. Et c'est là où, en fait, mes démos, que je pensais faire en quelques jours, m'ont pris plusieurs semaines. Et ça a donné, en fait, la presse que je vous présente aujourd'hui. Alors, à mes clients, je ne leur parle pas de Battlestar Galactica. Enfin, pas à tous. Qui connaît d'ailleurs Battlestar Galactica? Ouais, une moitié quand même. Et Galactica avant. Donc il y a quelques vieux encore. C'est pas mal. Ok, alors. Donc Battlestar Galactica, il y a eu un téléfilm qui a été sorti de cette série qui s'appelait Le Plan. Et c'est la vision de la bataille entre les humains et les Cylons, mais vue par les Cylons. Alors pour info, les humains ont gagné à la fin. Et moi, j'ai voulu essayer de faire une démo à partir de ce que me proposait Vertix pour aider les Cylons à gagner, avec deux contraintes. J'utilise pas le back-end de base qui est Hazelcast chez Vertix, mais j'utilise Redis. Ils fournissent aussi le back-end Redis. Et j'ai décidé d'utiliser que du HTTP ou HTTPS, comme vous voulez. Comme ça, j'ai la garantie en fait, que ma plateforme est le plus standard possible et que je pourrai la déployer où je veux. Alors, ma démo, ce à quoi je veux arriver, on va dire, avant la fin de la presse, je ne suis pas un grand designer, hein, mais les petits ronds de couleurs, si on les voit bien, donc ça va aller. Les petits ronds de couleurs sont ce qu'on appelle les Raiders, c'est les vaisseaux d'attaque dans Battlestar Galactica. Et ils sont très cons. Ils ne savent pas se diriger tout seuls, donc ils ont besoin des best stars, les vaisseaux mères, qui vont calculer les coordonnées des Raiders pour pas qu'ils se rentrent dedans. Donc la démo, c'est que j'arrive à faire tourner des petits ronds de couleurs. Alors chaque couleur correspond à un vaisseau mère. Et les vaisseaux mères ont des raiders attitrés. Chaque vaisseau mère et chaque vaisseau, chaque raider, correspondent à un microservice. Donc l'objectif, en fait, c'était de faire discuter les microservices entre eux, de les faire se découvrir, et puis de voir aussi ce qui se passait si je tuais des best stars, par exemple. Donc si un best star disparaît, il faut que les raiders orphelins choisissent parmi les best stars restants. Le plan de mon plan, c'est je vais vous parler de l'implémentation des best stars, rapidement de la web app, parce que j'ai fait un peu de Scala, donc je voudrais montrer que je fais un peu de Scala, parce que les gens ne me croient pas. Les Raiders, et puis des conclusions ou ouvertures, on va dire, vers ce que pourrait être la deuxième version de cette présentation.
Alors les best stars, je les ai faits en Java. Je vous ai dit que je n'aimais pas Java au début, c'est toujours vrai, et pour la bonne et simple raison que le framework Vertix, il est beaucoup mieux documenté sur la partie Java que sur les autres langages. Donc j'ai commencé à me faire la main avec ça, et j'ai attaqué sur la partie discovery et backend. Donc en fait, en gros, ce qui va vous servir d'annuaire de microservices. Donc, ce qui va servir à les retrouver. Donc, tout simplement, mon architecture, c'est j'ai des best stars. Alors, les petits ronds roses et gris sont des microservices qui vont, par le biais d'objets fournis par Vertix, s'enregistrer dans la base Redis. Jusqu'ici, c'est bon? Vous dormez? Non? C'est bon. Alors, pour s'enregistrer en Vertix, au sein de votre méthode start du microservice, donc là, je suis dans la classe qui hérite de Abstract Vertical, vous allez définir des propriétés de connexion, par exemple. Donc, en l'occurrence, là, je vais me connecter à du Redis, donc je le mets à l'intérieur. Et ensuite, ça va me permettre de créer un objet service discovery. En fait, vous l'instanciez à partir de la méthode create de la classe service discovery, auquel je vais passer les informations de connexion. Ça va me permettre aussi de créer un objet record qui va décrire ce que je fais, enfin où je suis, c'est-à-dire mon nom, mon host, mon port, et puis une partie de mon URL. En fait, en gros, l'URL et le nom de domaine dont on va avoir besoin pour se connecter à moi. Ça, c'est des éléments obligatoires pour créer un record du microservice. Après, vous pouvez mettre des informations supplémentaires en utilisant la méthode setMetadata du record. Donc cette méthode-là, vous lui passez un objet JSON. Alors là, vous pouvez voir on va dire la lisibilité absolue de Java. Donc je lui ai dit, je te crée un record, je suis un best star, j'ai un message d'accueil, j'ai une URL que tu peux appeler qui s'appelle /coordinates, j'ai un compteur de Raider pour savoir combien de Raiders je suis en train de gérer, j'ai une couleur, donc c'est ce qui me permettra d'afficher les couleurs tout à l'heure. Une fois que j'ai ça, je peux commencer à démarrer mon microservice. Donc globalement, au serveur, vous lui passez le routeur, on reviendra au routeur tout à l'heure, et vous démarrez. Si je démarre bien, j'utilise le service discovery que j'ai créé tout à l'heure, donc c'est ce qui me permet en fait de me connecter à la base Redis, ou au backend que j'utilise, et je lui publie le record, c'est-à-dire les informations qui concernent le microservice. Et puis si tout va bien, je dis tout va bien, et si tout va mal, là j'affiche juste l'erreur, mais je ne le gère pas. Enfin, il faudrait que je le gère normalement pour être complètement résilient. Je vous ai dit qu'il y avait un routeur, c'est ce qu'on passe au serveur pour démarrer. Le routeur, il va me permettre en fait de définir les routes qui vont fournir du service, qui vont fournir de la donnée ou auxquelles je vais pouvoir envoyer de la donnée. Donc un routeur en Vertix. Est-ce qu'il y en a qui font du JS, du Node.js? Ouais. Donc globalement, la logique de Vertix ressemble beaucoup à Express.js par exemple. Donc vous créez un routeur en utilisant la classe routeur et sa méthode routeur. Ensuite, vous pouvez en fait décrire des routes. Donc là, en fait, je décris une route de type get. Donc vous l'appelez en appelant le nom de domaine du service et puis en appelant /API/Raiders, qui va aller utiliser l'objet discovery, aller voir ce qu'il y a dans la base de données Redis et retirer tous les objets, ramener tous les objets de type, tous les enregistrements de type Raider. Donc c'était ce qu'il y avait dans ma metadata. Si tout va bien, en utilisant le contexte de la requête, je renvoie un tableau d'objets JSON au client qui a appelé ma requête. J'ai créé une route aussi pour permettre aux Raiders, quand ils arrivent sur le champ de bataille, se connecter et dire voilà, je suis là, je m'enregistre et est-ce qu'il va falloir que tu me pilotes. Donc, cette fois-ci, c'est une route de type POST. Alors, je l'ai aussi appelée API/Raiders. Donc, quand un Raider va l'appeler, en fait, je vais récupérer le contexte, je vais récupérer le body du contexte et ensuite, je vais chercher l'ID de registration de mon Raider. Une fois que j'ai ça, je vais aller voir si le Raider se trouve réellement dans le back-end. S'il est dans le back-end, je crée... Alors en JS, ça peut être plus simple, mais bon, c'est du Java. Si je trouve le record du Raider, en fait, je crée une référence sur ce record, et à partir de cette référence, je peux créer un client HTTP sur le Raider. Donc ça va permettre au best star en fait, de discuter via HTTP avec le Raider. Donc en fait, à chaque fois qu'un Raider, un vaisseau d'attaque, se connecte à un best star, on crée un client HTTP pour pouvoir discuter avec lui.
Le Bestar met à jour son compteur de Raider. Il met à jour, avec Discovery Update, le backend. Et ensuite, il va appeler une méthode que j'ai appelée Raider Worker, auquel il va passer les informations du Raider et le client HTTP. Et il va renvoyer au Raider, c'est bon, avec le contexte response, c'est bon, j'ai pris en compte ta demande et maintenant je m'occupe de toi. Alors, cette méthode-là, j'y reviendrai plus tard, la méthode Raider Worker. J'ai rajouté quelque chose à mon Bestar, c'est ce qu'on appelle un health check. En fait, je vais rajouter le moyen de vérifier à intervalles réguliers que mon Bestar, en fait, il répond toujours qu'il est bien là. Dans un microservice, vous pouvez, ou une application web, en fait, vous pouvez mettre plusieurs health checks. Vous pouvez en faire un dédié à la connexion de base de données, par exemple. Un health check en Vertex, c'est super facile, en fait. Vous avez une classe health check handler qui vous permet de créer une instance de health check. Donc votre health check, il est comme ça, c'est tout simple, en fait. Une fois que vous l'avez, vous utilisez sa méthode register pour lui affecter un traitement qui sera déclenché, en fait, à chaque fois que vous l'appelez. Donc en fait là j'ai fait un truc tout bête, je vérifie juste que mon Bestar existe bien dans la base. Si j'arrive à le trouver, ça veut dire que normalement il est là. Et si je trouve ça, je finis par un succès avec future complète ou avec un échec avec future fail en lui passant le cas d'erreur. Pour pouvoir l'appeler, il va falloir que je le raccroche à une route en fait. Donc c'est tout simple. Je crée une route avec router.get. Je lui ai mis, là, je l'ai appelé /else, mais j'aurais pu l'appeler /et comment ça va. Et je lui affecte mon health check via la méthode handler. Et j'ai juste ça à faire. Je n'ai pas besoin de construire la réponse renvoyée, parce qu'en fait, ça va être Vertix qui va s'en occuper, qui va me retourner un objet JSON avec l'état de mon service. On va revenir à la route Raider Worker. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand le Raider poste au Bestar, je suis là et mon ID de registration, c'est ça, j'appelle cette méthode. Alors cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle instancie un nouveau Raider. Alors le Raider, c'est juste une structure de données dans laquelle j'ai mis les informations du Raider, juste c'est une facilité pour mon code. Ensuite, elle va utiliser ce que propose Vertix, c'est-à-dire des timers. Alors moi j'appelle ça des workers, mais c'est des timers qui s'exécutent en parallèle, donc vous pouvez facilement faire du calcul parallèle et lui dire tu t'exécutes toutes les n secondes. Donc dans mon cas, je fais un timer qui s'exécute toutes les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes. Et vous récupérez l'ID du timer, c'est pratique pour pouvoir le killer après en fait. Quand j'ai ça, toutes les secondes, je récupère la liste des raiders dans le backend Discovery. Donc je ne fais pas de requête HTTP, je vais taper dans la base Redis. Une fois que j'ai la liste de mes raiders, je vais faire bouger le raider dont je m'occupe en fonction des positions de ses petits camarades. Alors, pour faire ça, j'ai utilisé un algo qui s'appelle l'algo des boïdes. Vous trouverez facilement des informations sur Internet, et puis sinon, il y a mon code de toute façon sur GitHub. C'est un algo qui permet de simuler des bancs de poissons ou des vols des nuées d'oiseaux. Parce que j'avais la flemme de faire ça moi-même, et il y avait tout l'algo décrit, donc c'était beaucoup plus facile. Donc, j'ai les nouvelles coordonnées de mon raider. Comme j'ai le client HTTP du Raider, je lui dis, je te poste les nouvelles coordonnées au format JSON. Et puis, si ça se passe mal, c'est-à-dire que je n'arrive pas à te joindre, je fais un Raiders counter -1, et puis je vais mettre à jour mon compteur en estimant que je ne suis pas arrivé à te joindre. Et du coup, au moment où j'update le backend, je vais annuler le worker. C'est la dernière ligne, Vertix cancel timer, avec l'ID du timer. Parce que si je ne fais pas ça, les workers vont s'accumuler les uns après les autres et ça va péter en mémoire. C'était dans ma précédente démo, entre autres, ce qui n'a pas marché. Donc là, je pars vraiment du principe qu'il est mort et je tue le worker. Donc, si on résume, j'ai des Bestar, donc en Java, qui fournissent une route au Raider pour s'enregistrer et qui peuvent appeler une route du Raider, qu'on verra tout à l'heure, pour le piloter. Donc, c'est là où il faut que je switch pour au moins démarrer une partie de la démo. Qu'est-ce qu'on voit? OK, d'accord. Donc, j'ai besoin de lancer un serveur Redis. Ça, c'est tout bon, normalement. Oui. Je vais lancer mes Raiders pour qu'ils commencent à écouter. Donc normalement, il se connecte. On va peut-être agrandir.
C'est bon, j'ai 4 Raiders qui sont lancés. Pour l'instant, on ne va rien voir, mais par contre, on peut aller voir ce qu'il y a dans la base de Redis. Donc, en fait, vous voyez que j'ai mes 4 Raiders qui se sont connectés, et il y a les informations concernant les Raiders. Alors, je ne sais pas si je peux agrandir. Perdu. Non, a priori, je ne peux pas, donc il va falloir me croire. Mais bon, peu importe, c'était juste pour montrer qu'il y avait quand même des choses qui se passaient en base, et en fait, tout va se passer via le backend Redis. On va revenir au slide. Hop. Donc, je vais vous parler maintenant de ma web app. La web app, je l'ai faite en Scala et en JavaScript. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais j'avais envie de m'amuser. Donc, elle sert à afficher les Raiders qui se promènent. Et c'est aussi un prétexte pour vous montrer à quoi ressemble du code Vertex en Scala. Donc, en parallèle de mon architecture, j'ai un backend Scala qui va en fait s'occuper juste d'aller interroger le backend Redis et de fournir une URL pour avoir la liste des Raiders. Et j'ai un front-end qui est fait en Node.js qui va juste aller interroger le backend Scala. Alors j'aurais pu tout faire dans une seule application, mais en fait le backend était déjà près d'une autre démo, donc j'ai choisi l'option de facilité. Puis c'est plus facile de redémarrer du Node.js que du Scala quand même. Un microservice Scala Vertex, ça ressemble à ça. Alors qui fait du Scala ici? Personne? D'accord. Parce que vous trouvez que c'est pas bien, que c'est trop compliqué? Bon, en fait, c'est pas vrai, c'est super simple. Qui fait du JS? OK. Là, ce que vous voyez, ça ressemble quand même à limite à du JS, quoi, parce que le Scala, quelque part, déjà, il n'y a pas de point-virgule. En JS, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je trouve que c'est plus lisible que du Java. Et en plus, quelque part, ça... Enfin, vous allez voir, moi ça me semble plus simple. Et si vous faites du Express, normalement ça devrait vous parler. Donc j'ai un objet routeur, je lui crée une route de type GET, et ensuite je peux utiliser mon objet Discovery pour aller récupérer tous les Raiders, et j'ai une méthode onComplete qui va me retourner les informations. Et la méthode onComplete, en ce cas-là, elle retourne un type qui a 2 sous-types. C'est vrai que ça peut surprendre au début, surtout pour les gens qui utilisent un langage pas typé. C'est un type try qui a 2 sous-types, un success et un failure. Du coup, ça me permet de faire ce qu'on appelle du pattern matching en ce cas-là et de faire un case success, tout va bien. Et avec mon contexte, je vais renvoyer la liste des Raiders en JSON, ou un case failure, tout va mal, et je vais renvoyer juste dans un JSON mon erreur et traiter éventuellement quelque chose à faire. Mais du coup, vous avez un code qui est plus lisible et qui vous oblige à traiter vos erreurs. Parce que moi, j'ai une grande spécialité, c'est que j'oublie de traiter mes erreurs. Et après, vous démarrez votre serveur comme ce que vous faisiez en Java, par exemple. Est-ce que ça vous paraît compliqué comme code à lire? Oui, ce cas-là, c'est facile. Je vais re-switcher encore. Échappe, pomme F1. Non, perdu. Pomme F1. Il faut que je démarre mon back-end Scala. Donc... non, c'était celui-là. Donc ça, c'est mon back-end Scala. Ça, c'est mon front-end Node.js. Du coup, normalement, je dois avoir ma map qui doit pouvoir s'afficher. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait des health checks sur les best stars. Je peux déjà le faire sans rien afficher. Là, j'ai un health check pour mon... Alors là, on voit vraiment rien du tout. Hop. Et puis, je dois en avoir un qui doit écouter, j'imagine, sur le port 83. C'est ça. Donc, je peux vraiment aller vérifier qu'ils sont là. Là, j'ai démarré ma partie front. Donc, je vais ouvrir le champ de bataille. Je l'ai ouvert. Voilà, il est... Ouh, là, par contre... Hop. Voilà, donc c'est là que tout va se passer. Vous remarquerez mes capacités graphiques. Ça c'est bon, on va retourner maintenant aux Raiders.
Les Raiders. Alors pour la démo, j'ai fait une version Kotlin et une version Groovy. Alors Kotlin, c'est parce que c'est le truc hype du moment et que je voulais m'y mettre. Et là, j'avais un bon prétexte. Groovy, c'est parce que j'ai toujours préféré faire du Groovy quand il fallait utiliser la JVM. Je ne vous montrerai pas la version Groovy parce que je pense que je ne peux pas tenir en 40 minutes. Mon architecture, c'est la même que tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de vous en parler. Il n'y a rien de plus que tout à l'heure. Alors, comment on fait un microservice Vertex en Kotlin ? On ne va pas tout voir, parce qu'il y a des choses qui sont communes à ce qu'on a vu précédemment. Le petit truc à savoir, c'est que d'abord, vous avez effectivement votre classe qui hérite de Abstract Vertical, mais pour pouvoir la déployer, il faut créer une fonction main qui va en fait déployer le vertical. Donc vous utilisez vertex.deploy vertical et vous lui passez une instance de votre fonction. Il n'y a pas de new en Kotlin, en fait. Vous tapez le nom de la classe avec les parenthèses et en fait, vous appelez directement son constructeur. Et comme tout microservice, vous avez une méthode start pour démarrer. J'ai rajouté, alors il y en avait aussi dans les best stars, mais j'en ai pas parlé, une méthode stop, qui va me permettre de faire, en fait, quand j'arrête proprement le microservice, d'aller nettoyer le back-end, parce que sinon, votre microservice, il est toujours présent dans le back-end. Alors, à l'usage, je me suis aperçu que ma méthode stop, elle ne servait pas à grand-chose, parce que si vous débranchez le serveur, elle ne sera jamais appelée et vos microservices sont toujours présents et du coup vous avez des microservices, enfin des Raiders fantômes, ce qui n'est pas super pratique pour mon architecture. Donc il faut gérer ça autrement, j'en parlerai en conclusion. Petit truc sympa qui n'a rien à voir avec les microservices, mais c'est le mot-clé when en Kotlin, c'est un espèce de if amélioré où ça ressemble un petit peu au pattern matching de Scala qu'on a vu tout à l'heure et ça permet d'apporter une certaine lisibilité du code. Alors, ce n'est pas la feature optimale pour faire ça, parce qu'au bout d'un moment, vous arrivez quand même à imbriquer des when, mais c'est plutôt pas mal. Donc, la méthode stop, c'est essentiellement pour fermer les choses proprement. Qu'est-ce que je fais dans ma méthode start ? Eh bien, comme tout à l'heure, je crée un service discovery en lui passant les informations JSON de connexion à ma base Redis. Alors là, la notation Kotlin aussi, elle est assez sympa pour faire des objets JSON. Mais sinon, la logique reste la même qu'avec Java. Pour les records, c'est la même chose. Je crée un record en lui passant mes informations. Je peux ajouter des métadatas. Donc pareil, là, la lisibilité avec l'objet JSON est plutôt sympa. Donc je lui dis, je suis un raider, j'ai un message d'accueil, j'ai pas de best star. Pour l'instant, et mes coordonnées de départ quand j'arrive sur le champ de bataille sont celles-ci. Donc je les choisis de manière aléatoire entre 0 et 400. Une fois que j'ai fait ça, je peux, comme tout à l'heure, démarrer mon service et commencer à écouter. Si mon démarrage se passe bien, je vais pouvoir publier mes informations de démarrage au back-end. Et si ça se passe bien, donc c'est le async result succeed, je vais appeler une méthode qui est search and select one best star. Alors, excusez pour l'accent, mais globalement, le Raiders, quand il se connecte, il va aller taper dans le back-end pour essayer de trouver un best star pour le piloter. On fait des routes, bien sûr, parce qu'il va avoir besoin d'être appelé pour être piloté. Donc, j'ai une route de type post, que j'ai appelée API/coordinates. Donc, elle sera appelée par le best star. Donc, une fois que je l'ai, en fait, à partir du contexte, je récupère les coordonnées qu'a calculé le best star, la vélocité, parce qu'il me faut une vitesse pour me déplacer dans l'espace. Si on va vers la fin, vers le bas, on voit que je peux récupérer aussi la couleur et le nom du best star. Ça me permettra d'avoir un affichage qui me permet de distinguer qui pilote qui. J'ai pas mis de health check dans mes raiders, par contre j'ai mis un circuit breaker. Circuit breaker, c'est super facile en fait. Je vais l'utiliser quand je veux m'abonner au best star. Parce que je vais essayer de l'appeler, et puis il ne répond pas, donc je réessaye de l'appeler, et il ne répond pas, donc je réessaye. Et au bout d'un moment, il va falloir que je m'arrête, parce que sinon je vais consommer des ressources pour rien. En fait, c'est le circuit breaker, ça vous permet de répéter n fois quelque chose et d'arrêter. Super facile à faire, c'est circuitbreaker.create, vous lui donnez un nom, et puis vous lui passez des options. Donc là, je vais passer une option, je lui dis, bah écoute, essaye 5 fois, et puis après, t'arrêtes. Donc, j'avais dit que j'appelais une méthode qui s'appelait Search and Select One Best Star. Donc, une fois que le raider est lancé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise l'objet Discovery
et elle va chercher tous les best stars qui ont un statut up, c'est-à-dire tous les best stars qui sont en marche. Une fois qu'il a récupéré la liste, alors là vous voyez que je n'ai pas récupéré la liste, je n'ai pas été jusqu'au bout. Une fois qu'il a récupéré la liste, parmi cette liste, donc la Best Star Records, il va en choisir un au hasard. Il le récupère. Alors j'aurais pu faire un système de reverse proxy pour choisir ça. Là, j'ai pris l'option de facilité. Il le récupère. Il récupère le record du best star et il le passe à la méthode subscribe to best star. Donc en gros, c'est la méthode où laquelle il lui dit maintenant que je t'ai récupéré, je m'abonne à toi et il va falloir que tu me pilotes. Donc cette méthode ressemble à quoi? À ça. Premièrement, vous allez créer une référence et un client HTTP sur le best star pour pouvoir communiquer avec lui. On faisait la même chose à l'envers avec le client HTTP sur les Raiders. Et là, je vais utiliser mon circuit breaker, celui qui fait toc toc, est-ce que tu es là, toc toc, est-ce que tu es là. Donc c'est breaker.execute, au sein duquel, en fait, je vais utiliser le client HTTP pour lui dire, tiens, c'est mon ID de registration. Si il se plante, je repasse mon best star à nul. Si je suis en mode succès, c'est-à-dire que je suis arrivé à le contacter, j'instancie une structure de données avec les informations de mon best star, je me l'affecte et j'appelle une autre méthode qui s'appelle Watching My Best Star. En fait, c'est en lui passant le best star sélectionné, en fait, je vais surveiller, je vais appeler le health check du best star pour vérifier qu'il est toujours là. Vous allez voir pourquoi, parce que ça fait beaucoup de méthodes qui s'appellent. Cette méthode-là, en fait, elle va créer un nouveau timer ou un nouveau worker dans lequel, en fait, toutes les secondes, elle va aller taper dans le health check du best star pour savoir s'il est toujours vivant, s'il ne s'est pas fait descendre par les 12 colonies. Donc les 12 colonies, c'est les humains. Si il ne le trouve plus, le best star est mort ou ça ne répond pas, le raider met sa vélocité à 0, parce que sinon il va dériver dans l'espace, donc pour qu'il s'arrête. Il va updater le backend en disant je suis tout seul. Et il va rappeler la méthode search and select one best star pour essayer de trouver un autre best star. Et il va killer le timer correspondant, parce que sinon ça va s'empiler en mémoire et au bout d'un moment ça plante. Donc, excusez-moi, je retourne sur le slide précédent. C'est la même chose, oui, c'était juste, en fait, si tout va bien, en fait, il ne fait rien, il attend juste d'être piloté. Mon architecture, c'est la même que tout à l'heure, donc on n'a pas besoin de s'y attarder dessus. C'était juste un récap en même temps. On va retourner sur la démo. Alors, il faut que je démarre mes Raiders. Hop. Donc là, je démarre mes Raiders. On va essayer d'agrandir. Hop, donc a priori, ils ont tous trouvé un best star. Est-ce que vous voyez, c'est les coordonnées qui sont calculées et reçues. Donc si je vais sur ma web app, vous voyez les Raiders qui se promènent. Donc chaque couleur correspond à un best star. Donc j'ai combien de couleurs là? 1, 2, 3. Donc tous les best stars n'ont pas forcément été utilisés. Maintenant, je vais tuer des best stars. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu le truc. Il faut que je trouve une autre fenêtre. Bon, c'est dommage, ça bouge, c'est pas pratique. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai comme best star en cours? J'ai 196. Donc je vais faire 196. Voilà. Donc vous voyez, il y en a deux qui sont passés en blanc et qui viennent de s'arrêter. Si la démo marche, voilà, ils sont raccrochés aux autres best stars qui sont en train de... Et il a même utilisé celui qui n'était pas utilisé, le rouge. On va essayer d'en killer un autre, puisque comme pour l'instant ça fonctionne. Hop. On ne va pas hésiter. Donc ça y est, il y en a deux qui sont... Normalement, voilà, ils ont retrouvé un copain. Donc pour l'instant, je dois avoir 2 best stars en route.
et deux qui sont morts. Ah oui, voilà, ici, il faut que je revienne. Excusez-moi, il faut que je revienne sur mes slides. Ok, donc vous avez vu, je peux tuer des bestars, et puis c'est plus ou moins résilient. Les raiders arrivent à se connecter sur les restards. Alors une question que je me suis posée quand j'ai fait tout ça, c'est comment je peux intégrer des microservices qui ne sont pas faits en Vertix dans mon architecture. Alors là, il faut avoir de la chance pour le trouver dans la doc. Je suis très mauvais avec la documentation. Vous pouvez aller lire le code source aussi de Vertix sur GitHub. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et en fait, j'étais dans un pub à prendre l'apéro avec un gars de l'équipe de Vertix qui m'a dit, en fait, on a une classe qui s'appelle Service Discovery REST Endpoint.java. Si tu l'utilises dans un microservice, ton microservice va exposer en fait une route qui est /discovery et qui t'expose en fait tout ce que tu peux faire avec le back-end. Donc avoir la liste des microservices, t'enregistrer, te désenregistrer et tout ça. C'était aussi une des raisons pour laquelle en fait je voulais faire utiliser Vertix mais en mode HTTP. Du coup, je me suis dit, je vais faire un fake de microservices Vertix avec l'outil que je préfère le plus au monde, Node.js. Donc, je vais vous lancer ça. Je reviens sur ma carte. Vous ne le voyez pas encore, mais vous allez le voir. Agrandir. Donc j'ai de la chance, la démo tourne toujours. Le code du faux microservice Vertix est disponible aussi sur GitHub. J'ai dû l'appeler FakeRaider. Donc c'est du Node.js avec du Express.js. On va essayer de y arriver. Hop. Donc, là, je lance une appli Node, et vous avez FakeRaider qui vient d'apparaître sur l'écran. Je vous l'agrandis pour ceux qui ne voient pas, qui se promène et qui s'est affecté à un Raider. Donc, on peut vraiment plugger des microservices sur un backend Vertix, même si vous ne les avez pas fait en Vertix, avec n'importe quelle techno, si vous êtes en HTTP. Alors, maintenant, je vais passer à la partie qui plantait, en fait. Je vais rajouter des bestars. Donc là, vous n'allez rien voir, j'ai juste créé 4 bestars supplémentaires. Est-ce qu'ils ont démarré? Oui. Donc je vais aller rajouter, des raiders. On en était où? À 8. Hop. Donc, on va voir si je vais jusqu'au bout dans ma démo, mais normalement, doivent s'afficher des nouveaux raiders avec des couleurs différentes. Donc en blanc, et hop, ils s'affectent aux raiders. Donc pour une fois, ma démo sera allée au bout. Je suis plutôt content. Et vous voyez qu'ils continuent encore à se balader, à pas se rentrer entre eux. Est-ce que, avant que je passe à la conclusion, vous avez des questions? Non, mais j'aime bien en plein milieu. Je sais, oui, tu n'avais pas prévu comme ça, mais c'est un peu ma spécialité. Donc, ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, on y revient. La route que j'ai créée, en fait, là, je me plug sur le microservice de la web app. Et en fait, il m'a bien exposé une route avec tout ce dont j'ai besoin et qui permet à l'appli Node de se connecter. En fait, finalement, ça tenait largement en 40 minutes. Alors, cette démo, ça fait des semaines, voire un peu plus que je la prépare. Alors, je ne passe pas mes journées dessus, mais je l'ai cassée plusieurs fois.
Elle n'est pas complète, elle continue à évoluer. Il y a plein de choses que je veux rajouter, voire même des fois j'ai envie de la jeter et de la refaire. J'ai voulu la déployer sur le cloud et j'ai eu des surprises parce que je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas toujours. Vous savez, la petite méthode stop, là, pour leur dire « Tiens, je m'arrête, donc tu m'enlèves du back-end ». Sur le cloud, quand vous faites de la scalabilité, que vous augmentez le nombre de vos instances, ou que vous faites du blue-green deployment, ça veut dire que vous avez des VM qui se montent, puis qui attendent de vérifier si tout va bien avant de tuer la VM précédente, tout ça s'appelle jamais la méthode stop. Donc j'avais une démo qui commençait à ressembler à rien, avec des raiders qui étaient complètement stoppés, ce qui veut dire qu'en fait, si vous faites du microservice, il faut faire de l'API management. En fait, il faut que vous ayez ou un programme tout fait ou un programme que vous faites vous-même et qui va utiliser, par exemple, les health checks des microservices. En fait, il faut faire un health check sur tous les microservices pour y vérifier qu'il est toujours là. Et utiliser le circuit breaker, à la limite, pour le tester. Et puis, si au bout d'un moment, il ne répond plus, vous partez du principe que votre microservice, il est mort. Et vous l'enlevez du back-end. Alors peut-être que c'est parce que vous n'avez pas pu communiquer avec lui. Donc vous pouvez imaginer que votre microservice, par contre, il est quelque chose qui tourne pour aller dire régulièrement « et en fait, je suis là, j'aimerais bien que tu me réinscrives ». Comme ça vous permettra de jamais les perdre. Je veux bien sûr mettre mon code à plat pour faire du refactoring. Alors je l'ai publié sur GitHub, je n'ai pas honte de mon code, mais comme c'était plus ou moins un side project, ce n'est pas toujours super propre. Donc, par contre, vous pouvez contribuer au code ou faire des issues, poser des questions. Je vous invite à le faire. J'ai déjà un ami qui est en train de regarder dedans parce qu'il voudrait qu'on fasse la suite du talk là-dessus. Je voudrais écrire aussi un autre service Discovery Backend. Vertex vous permet de le faire, il vous fournit les éléments pour le faire et il l'explique. Et moi, je voudrais en faire un qui utilise le PubSub de Redis. Comme ça, les connexions des connexions seraient beaucoup plus péchues. Ou utiliser carrément du MQTT pour faire discuter mes microservices entre eux. Enfin, en tout cas, pour aller sur la partie Discovery. J'avais pensé, mais je manquais de temps, alors j'ai commencé quelque chose, alors c'est écrit en petit, mais le code est disponible ailleurs, de faire une sorte de reverse proxy pour gérer le dispatch de mes raiders sur mes bestars. Je voudrais ajouter les 12 colonies dans la démo, donc en fait je voudrais des microservices qui se promènent, qui sont les vaisseaux humains et qui aillent killer les bestars, pour voir ce qui se passe. Je n'ai pas du tout ajouté la partie sécurité, authentification. Ça pourrait faire l'objet d'un talk là-dessus. C'est comment faire pour sécuriser des microservices. Il y a plein de gens qui discutent autour de ça. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de gens qui vont vous dire « mais non, cette méthode, c'est pas bien ». Je suis en train de regarder, moi, la partie plus JWT. Il y a possibilité aussi d'utiliser, c'est chez Red Hat aussi, l'outil Keycloak. Mais je n'ai pas encore de... Enfin, pour moi, la solution qui me convient réellement, il faut que je creuse plus. Si vous demandez à l'équipe Vertix, ils disent bah, « nous, on ne s'occupe pas de la sécurité, on fournit les outils pour que tu te connectes, après débrouille-toi ». Donc, j'ai à creuser aussi là-dessus. Du coup, je suis allé un peu plus vite que d'habitude. Alors, avant de passer aux questions, déjà, merci à ceux qui sont venus. Je remercie Blind de m'avoir fait venir. Et aussi un gros merci à Clément Escoffier, Julien Viette et Julien Ponge, qui font partie de l'équipe Vertix et qui ont une patience extraordinaire, parce qu'ils ont répondu à tout ce que je leur demandais, sans que je sois obligé de les soudoyer en plus. Donc c'était plutôt pas mal. Si vous voulez récupérer le code source et le tester ou me poser des questions, c'est sur GitHub dans l'organisation The Plan. Il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, si vous voulez passer aux questions, c'est le moment. D'habitude, j'essaye de faire plus long pour qu'il n'y ait pas de questions. Là, je me suis fait avoir, donc n'hésitez pas, profitez. On peut quand même applaudir Philippe pour cette première mondiale, d'avoir réussi sa démonstration. Merci. Ça fera date, hein. C'est un jour qui fera date. La démo il y a des questions là parmi vous? Bonjour, merci pour ta présentation. J'ai commencé à utiliser Vertix pour un usage plus simple, type WebSocket et HTTP aussi. Et je me demandais si c'était adapté pour un usage en production. Oui. D'accord. Il y a, alors, parce que j'ai posé la question à l'équipe Vertix, alors c'était tard le soir, donc je suis plus sûr de me rappeler du bon client. Mais il y a des boutiques et des grosses boutiques qui l'utilisent pour faire, mais essentiellement sur la partie microservices. Après, j'adore Node.js et tout ça, mais quand tu as besoin de faire des calculs parallèles, des choses comme ça, je suis obligé de reconnaître que Java quand même est très bon. Donc la VM est stable. Vertix existe depuis longtemps aussi en plus. Hein. C'est la partie microservice là, qui est apparue il n'y a pas longtemps. Mais oui, c'est utilisé en production. Il faudrait que tu arrives à retrouver un talk de Clément Escoffier
Il en a fait plusieurs sur Vertix, mais il y en a un sur les microservices, et dans les slides, il fait apparaître les logos des boîtes qu'il utilise. Ils sont même allés faire, une partie de l'équipe est allée faire du consulting dans ces boîtes-là. Merci. Et du coup, Vertix par rapport à d'autres frameworks Java type Spring, est-ce que ça concurrence ou pas? Sa concurrence, oui, certainement. Après, j'ai pas une bonne réponse parce qu'en fait, je n'utilise pas Spring. J'ai beaucoup de mal avec la partie injection de dépendance. J'ai géré beaucoup de projets où on utilisait du Spring et j'arrivais jamais à relire le code. Mais c'est très personnel. Donc après, oui, de toute façon, Spring a fourni tous les éléments pour faire du microservice. Moi, j'ai une préférence pour Vertix, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de magie noire dedans. Et du coup, ce que je fais, j'arrive à me relire, en fait. Mais c'est choix personnel. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Allez, il reste 3 minutes 37, il faut meubler. Hein. Non, ne meublez pas. Vous pouvez voir Philippe après. Philippe, tu restes après? Oui. Tu descends dans le forum, là où il y a des chouettes canapés pour être vraiment confort. Donc, si vous avez d'autres questions... Sinon, si vous ne me trouvez pas dans les canapés, je serai au bar. Tu peux même transporter les verres. Merci à vous, en tout cas. Merci encore, Philippe. Et puis, bravo pour la démo. C'était parfait. Merci.